Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil et merci d'être venu en nombre. Je suis très très heureuse. C'est la première fois que je viens à Vevey, donc je suis contente d'être accueillie de cette manière-là, ça donne envie de revenir. Merci pour votre présence, merci beaucoup à la bibliothèque de Vevey de m'avoir permis de faire cette conférence sur un thème libre autour de la question de la représentation. Je suis très heureuse de partager avec vous mes réflexions sur le sujet de la représentation et des représentations culturelles qui façonnent l'imaginaire collectif. Évidemment, ce que je vais vous présenter n'a pas vocation à être exhaustif, c'est le support d'un point de départ, d'une discussion, d'une réflexion à la fois personnelle et qui est issue aussi de lecture, donc qui fait partie aussi de l'enseignement collectif, qui est destiné à vous être livré et aussi à provoquer la discussion et les questionnements. Donc voilà, on est parti, on commence. Est-ce qu'on peut passer? Alors je vais faire signe à chaque fois à la personne qui s'occupe du PowerPoint pour changer de slide. Donc voilà, premier slide. Alors, ce qui est important de dire, c'est que effectivement, on pense toujours l'art comme étant en dehors des conventions sociales, en dehors des interactions sociales. Or, l'art est le support de nos représentations et qui sont nourries par des points de vue situés. Et l'histoire de l'art est aussi celle des représentations dominantes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de productions artistiques dont on n'a pas eu connaissance ou qui ont été interprétées du fait de la capacité de certains groupes à pouvoir produire des œuvres et à pouvoir les montrer selon un prisme qui reste le prisme des dominants. Comme tous les moyens d'expression de la vie, l'art est pétri de représentations collectives. C'est une reproduction artistique qui est essentielle. On fonde notre humanité commune à partir de notre patrimoine culturel, qu'il soit linguistique, religieux, spirituel, notre créativité, notre spiritualité, notre imaginaire. Et puis ça façonne aussi, ça est le support d'une forme de transmission qui nous permet d'exister en dehors de nos seules individualités humaines. Donc l'art, au même titre que de nombreux autres domaines, est une sphère propice à la reproduction sociale, et c'est important de le dire parce que nécessairement ça a une incidence sur ce que l'on peut considérer comme étant artistique et sur ce à quoi l'on a accès en termes de création culturelle et artistique. Et donc le fait de pouvoir se reconnaître dans des représentations est un privilège. On reviendra sur la notion de privilège qui fait débat. Et peut-être que vous m'interrogerez à ce sujet d'ailleurs. Et donc ne jamais s'identifier pose un réel problème. La fiction permet aux personnes qui s'en nourrissent de pouvoir s'y projeter indépendamment du contexte ou des qualités des personnes et des personnages créés. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. La représentation est extrêmement importante puisqu'elle permet une identification à des personnages, à des récits, à des cultures, et donc nécessairement elle favorise les personnes qui sont en situation de domination, et c'est une représentation qui permet de façon globale de se reconnaître, et c'est la pierre angulaire de la socialisation des individus. C'est-à-dire que si vous vivez dans un environnement qui vous reconnaît en proposant des images artistiques qui montrent des personnes qui vous ressemblent, ça participe à l'estime de soi. Et donc, il est plus facile de se penser et de se construire comme un être légitime dans la société où l'on grandit que si celle-ci ne nous renvoie que trop rarement une image positive, voire ne nous renvoie pas du tout d'image. Je vous propose de regarder la première vidéo qui est extraite de mon documentaire Où sont les Noirs, qui est un documentaire que j'ai réalisé en 2020 autour de la représentation des personnages noirs dans la fiction sur les écrans français, donc que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et on va voir plusieurs extraits de ce documentaire. Donc ce premier extrait fait écho à ce que je viens de vous dire. Merci. Quand le prince de Bel-Air est arrivé, Will Smith, une famille noire, bon c'était que des Américains, Cosby Show et puis le prince de Bel-Air. C'est vrai que c'était, d'un seul coup, il y avait une forme de fierté et puis un sentiment d'appartenance un peu diffus. Les Noirs américains, c'était des Noirs premium, plus. Nous, on était des pauvres Noirs français originaires d'Afrique. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on puisse s'identifier à des femmes blanches aussi, puisque à l'époque, quand on regardait les chanteuses comme Sylvie Vartan, Sheila et tout, on les regardait en disant tiens, je pourrais être chanteuse aussi. On se disait pas tiens, il faut que ce soit une noire pour que je... Mais c'est vrai que le fait de voir quelqu'un qui te ressemble te donne l'impression que tu peux y arriver encore mieux. Le fait de voir apparaître des personnages noirs forts et positifs, ça m'a aidé à me projeter dans quelque chose de positif sur le petit écran. Alors, on vient de voir Aïssa Maga, deux actrices, Aïssa Maga et France Zobda. France Zobda, qui a longtemps été actrice et qui est désormais productrice de fiction.
pour la télévision, qui a d'ailleurs été à l'origine de nombreuses fictions qui œuvrent à une meilleure représentation des personnages et des personnes minorées dans la fiction. Et ce qui est intéressant dans ce qu'elles disent, c'est combien la fiction, et notamment la fiction américaine, a joué un rôle dans leur estime d'elles-mêmes. Elles ont grandi en France dans les années 70, 80, 90, une époque où les personnages noirs étaient très très rarement représentés sur les écrans, ou souvent de manière grotesque, humiliante, ridicule ou partielle. Partielle, ça a été mon cas aussi. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, et c'est vrai qu'à la télévision française, quand on voyait des personnages noirs, c'était souvent des personnages qui étaient grossiers ou des imitations par des personnages blancs. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc, ce sentiment de ne pas exister était très présent, ou d'exister d'une manière qui était une manière qui n'était pas enviable. Et en cela, les fictions américaines ont joué un rôle extrêmement important. C'est ce que dit Aïssa Maïga, dans le sens où elles ont permis à de nombreuses personnes noires, et parfois pas uniquement noires. J'ai des amis qui sont d'origine nord-africaine ou asiatique qui se sentaient représentés par le prince de Bel-Air, parce que tout à coup on voyait une famille américaine riche, aimante, avec des membres dont les membres étaient tous bien habillés, etc., à laquelle tout le monde voulait s'identifier, aussi bien les personnes blanches que les personnes non blanches, et d'une certaine manière qui donnait en fait le sentiment qu'on pouvait exister sur le petit écran et qu'on pouvait exister avec une certaine légitimité. Et pour l'anecdote, dans ce documentaire, donc vous ne la verrez pas, mais dans ce documentaire, j'ai interviewé Bibiane Godefroy, qui est la patronne de Newen, qui est une société de production, qui m'a dit qu'à l'époque, c'est elle qui était à l'origine de l'arrivée du Prince de Bel-Air en France, et elle l'a proposé à TF1 à l'époque, et TF1 a refusé parce qu'il y avait trop de noirs dans la série. Donc, erreur. Je pense que c'est vraiment le manque de flair, parce que pour le coup, Will Smith est devenu un personnage incontournable, et donc ça montre aussi que on peut aussi créer des espaces de production intellectuelle, de production culturelle, qui sont des espaces noirs, puisque Le Prince de Bel-Air est une série qui a été créée par Quincy Jones et par Will Smith, et c'était une série noire, et Will Smith, ça lui a permis, ce sont des espaces qui permettent à des acteurs qui ne sont pas visibles par ailleurs d'exister, de s'entraîner aussi, parce que quand on est acteur, c'est important d'avoir les opportunités de travailler pour s'améliorer, et puis après, d'une certaine manière, de se déployer au-delà de la sphère minoritaire, et Will Smith en est le meilleur exemple. Alors évidemment, quand il est arrivé dans Le Prince de Bel-Air, il avait déjà au moins un Grammy. En tant que rappeur, il était déjà reconnu, mais en tant qu'acteur, c'est là qu'il s'est fait les dents pour parler de manière familière. Et je crois que cette question de la représentation, souvent on m'a opposé le fait que oui, on peut s'identifier à des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et évidemment, on peut tous et toutes s'identifier à des personnes qui ne nous ressemblent pas physiquement. Ça a été mon cas. Moi, j'ai grandi avec des séries japonaises, donc évidemment, je me suis identifiée à Bioman et compagnie. Donc c'est possible de s'identifier à des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. Pour autant, quand c'est toujours le même groupe qui est poussé à s'identifier au groupe dominant, et que ça n'arrive jamais dans l'autre sens, eh bien, on a quand même le sentiment qu'on doit en permanence faire un pas pour se reconnaître, et que finalement, on ne peut pas être soi-même, exister en tant que tel, au-delà des représentations grossières et problématiques. Alors, on va passer à la diapo suivante sur la question du privilège blanc. Donc, en fait, on peut déduire de ce qu'on a vu le privilège blanc. Alors, c'est un terme qui fait polémique, et à raison, hein, je peux comprendre qu'on puisse le discuter. Et on peut, si le terme est gênant, on peut parler d'avantage. Hein, qu'on vit dans une société qui a été pensée, conditionnée pour des personnes blanches et par des personnes blanches. Et le fait d'être blanc, c'est un avantage par rapport au fait de ne pas être blanc. Alors, évidemment, c'est un avantage qui ne produit pas du bénéfice en toutes circonstances. Cela signifie qu'on peut tout à fait être blanc et pauvre. On peut être blanc et être, par exemple, handicapé, être une femme blanche, etc. Ce qui peut occasionner des désavantages sociaux. Mais ce n'est pas le fait d'être blanc qui désavantage, c'est tout ce qui peut s'ajouter à la condition de personne blanche. Alors le privilège, ça vient du latin, et l'idée, c'est que c'est une loi qui concerne un particulier, et quand on parle de privilège blanc, on parle d'un régime préférentiel qui est accordé à un groupe spécifique, et donc c'est le groupe dominant. En l'occurrence, c'est un privilège évidemment qui n'est pas accordé du point de vue légal. Dans la loi, évidemment, il n'y a pas écrit un privilège blanc, parce que ce ne serait pas constitutionnel, ce ne serait pas conforme à tous les textes qui garantissent les droits humains, mais c'est un privilège qui est implicite et qui découle de toutes les situations de discrimination. Et donc,
donc, le privilège blanc, il fait référence à ces avantages que des personnes ont du seul fait de leur appartenance raciale. Et donc cette appartenance raciale n'est pas un obstacle lorsqu'il s'agit de jouir de biens et de services, donc d'embauche, relations avec les forces de l'ordre. Donc voilà, on n'est pas exposé ou surexposé aux violences policières du seul fait qu'on soit blanc. Ça peut être d'autres signaux qui vont nous surexposer, mais pas la couleur, en tout cas la condition blanche. Et on n'est pas exposé à des stéréotypes négatif ou positif. Alors on oppose souvent à ça l'idée de dire oui, mais il y a des blancs effectivement qui vivent moins bien que des non blancs, mais c'est pas leur couleur de peau et leur appartenance raciale réelle ou supposée qui les fait vivre moins bien que des non blancs. Par ailleurs, on peut tout à fait ne pas être blanc et appartenir à une classe sociale favorisée. Pour autant, ça n'éteint pas le racisme. On a des exemples très très connus qui sont les exemples par exemple des joueurs de foot qui sont des personnes qui sont extrêmement fortunées. Cela n'empêche pas des supporters de les qualifier d'animaux, de leur jeter des pots de banane, et des supporters qui sont économiquement beaucoup moins favorisés qu'eux. Donc le privilège blanc, c'est justement celui qui consiste à se sentir supérieur à toute personne noire, par exemple. Donc implicitement, on se dit, et même quand économiquement, et je ne pense pas que les gens riches soient supérieurs aux autres, mais on vit dans une société quand même qui survalorise les personnes riches, et bien même dans ce cadre-là, en étant une personne blanche moins fortunée qu'une personne noire, on a ce confort qui consiste à croire qu'on vaut mieux et qu'on peut les qualifier de singes, leur jeter des pots de banane, etc. On a pu voir aussi en France qu'une ministre de la Justice, quand même, qui était garde des Sceaux, a pu être exposée à cela malgré son titre, malgré ses qualifications multiples. Je parle évidemment de Christiane Taubira. Donc ce privilège blanc, c'est aussi une forme de confort qui consiste à ne pas avoir à s'interroger sur sa condition raciale parce que on est dans un environnement qui ne nous questionne jamais par rapport à notre légitimité et donc on n'a pas besoin de s'accrocher à quelques représentations très très mineures de soi puisque tout est pensé pour que l'on soit représenté en permanence. Donc on peut passer à la diapo suivante sur le rôle du privilège blanc dans l'art et dans la représentation. Donc, c'est ce que je disais à l'instant. Alors, évidemment, les artistes dans le monde de l'art sont reconnus pour leur talent et il serait donc logique de penser que seules leurs compétences et leurs qualités individuelles président à leur destinée artistique. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on est dans un monde qui est injuste, qui est structuré par des inégalités et des oppressions. Et donc, les personnes qui produisent de l'art produisent un art qui est visible du fait de d'autres facteurs que leur talent uniquement. Donc les scénaristes, par exemple, et les réalisateurs et réalisatrices non blanches ont beaucoup moins de chances d'accéder à la possibilité de mettre en scène leur récit. Et donc ça a évidemment une conséquence sur la manière dont les personnes minoritaires sont représentées. Donc le seul fait de parvenir à rendre sa production visible est le fruit d'une série de processus qui sont liés à la sélection sociale, l'existence ou la construction d'un réseau. Donc ça veut dire que si on a une assise sociale, un tissu familial, un tissu amical qui nous permet d'exposer notre travail, eh bien évidemment ça favorise la possibilité de rendre son art visible. Et c'est le cas pour des personnes qui sont blanches puisqu'elles sont surreprésentées dans les sphères dominantes. Et puis il y a aussi la question historique, d'une présence historique plus ancienne qui permet d'avoir un ancrage social probablement plus profond, et donc des débouchés économiques, voire médiatiques, plus certains, puisque dans les sphères économiques favorisées et dans les sphères médiatiques, les personnes blanches sont surreprésentées. Et donc, le parcours de tous les artistes, évidemment, quelle que soit leur appartenance raciale, sont jonchés d'obstacles, mais il est plus aisé d'obtenir des conseils, du soutien et de générer de la confiance lorsque l'on est issu de certains milieux, et que l'on ressemble aux personnes qui y sont déjà reconnues. Évidemment, il va de soi que si on semble ressembler aux gens qui se produisent déjà dans certaines sphères, on va plus facilement et plus mécaniquement nous faire confiance que si on apparaît comme étant un ou une outsider et qu'on n'a jamais vu de personne qui nous ressemblait auparavant, ça apparaît comme étant un challenge évidemment plus important. Et donc au cinéma comme au théâtre, le propre d'un ou d'une interprète est de pouvoir incarner une palette de personnages aussi large qu'éloignée de sa personnalité. Donc une bonne actrice, un bon acteur doivent pouvoir jouer n'importe quel rôle. Sauf que dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Donc je vais en passer à la diapo suivante,
qui parle de la sous-représentation et de la mal-représentation. Donc la mal-représentation ainsi que la sous-représentation des minorités, plus précisément des communautés noires, puisque c'est le thème aujourd'hui dans les médias français, et notamment à la télévision, est un constat avéré. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui est devenu l'ARCOM récemment, établit tous les ans un panorama de la diversité, entre guillemets, représentée sur nos petits écrans. Donc le premier rapport a été donné en 1999 par Marie-France Malonga, qu'on verra dans une vidéo que je vous montrerai tout à l'heure, qui parle justement de la représentation des minorités. Donc il y a plusieurs éléments qui sont dessinés dans ce rapport. La question de la diversité ethno-raciale, donc sur une base d'apparence en fait, donc les gens qui sont perçus comme appartenant à tel ou tel groupe, la question du handicap, la question de la représentation des femmes, la question de la représentation des territoires ou encore la question de la représentation de la diversité sociale, donc socio-économique et donc des classes sociales qui sont représentées. Et donc en septembre 2020, il montrait le rapport une nouvelle fois que les minorités étaient surreprésentées pour l'incarnation de personnages exerçant des activités, je cite, illégales ou marginales. Donc on voit de qui on veut parler. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a 14% de personnes, ou 12 ou 14% de personnes non blanches qui sont représentées, mais quand il s'agit des activités illégales ou marginales, ça double, voire ça triple. Donc on voit bien qu'il y a une surexposition de ces personnes. Et donc je vais vous montrer une deuxième vidéo extraite du même documentaire. Merci d'avance de lancer le slide et la vidéo suivante, normalement. Arrivée dans ce métier, j'ai bien compris très rapidement qu'espérer avoir un rôle entre guillemets normal, c'était du domaine quasiment de l'impossible. À 20 ans, femme, noire, c'était la pute. Mais je me souviens, à un moment, j'ai eu que des castings de prostituées. Je me disais, mais c'est quoi leur problème? Mais enfin, mais ils savent pas qu'on n'est pas toutes des prostituées. Ils savent pas que on peut faire autre chose que ça. Comment ça se fait qu'ils sont dans ces réflexes? Et je ne comprenais pas. D'autres femmes qui avaient la quarantaine ou la cinquantaine, si elles n'étaient pas assez fortes, assez rondes, ne travaillaient pas parce qu'il n'y avait que des rôles de nounou, de femmes de ménage, de maman. Donc c'est un extrait, donc c'est toujours un extrait du même documentaire et ça montre en fait d'une part ce que dit Memona Afégé-Interman qui était membre du CSA à l'époque, c'est que les représentations artistiques et culturelles façonnent l'imaginaire collectif et que cela a un impact sur la manière dont les personnes qui sont sous ou mal représentées sont perçues et ça a un impact sur évidemment la façon dont on va les assigner à certaines positions, on ne va pas leur accorder certains biens, certains services. Puisqu'effectivement, on est habitué à les voir uniquement se produire dans certains registres, qui sont ces 3 registres qui ont été identifiés par Marie-France Malonga, qui sont la victime, le fauteur de troubles ou le sauvage, le holà sauvage, qui sont des registres récurrents. Donc le cinéma, évidemment, français a changé durant la dernière décennie, mais on peut quand même observer une certaine récurrence et une difficulté pour les acteurs non blancs et non blanches à sortir de ce registre. Est-ce qu'on peut revoir le slide précédent? Je ne sais pas si j'ai pas fait un truc... non, ça c'est ce qu'on vient de voir. Je pense, oui, voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, le racisme est atmosphérique et il se répand dans la société à travers l'éducation, les échanges verbaux et écrits, mais aussi à travers les discours publics et les médias. Et donc l'idée, c'est vraiment de dire que toutes les petites phrases que l'on peut prononcées au quotidien, elles sont empreintes de ces préjugés et ces phrases-là, eh bien évidemment, puisqu'elles nous sont soufflées par cette atmosphère, eh bien elles nous sont aussi soufflées lorsque l'on produit de l'art, lorsque on produit des œuvres culturelles. Donc on n'est pas exempt de ça. Et ça, David Bertrand le dit très très bien dans le film, c'est que c'est une personne, c'est un homme blanc qui est conscient de sa condition, conscient aussi de ce qui se joue dans le cinéma français et je pense dans le cinéma européen en général. Pour autant, ça ne l'empêche pas parfois d'avoir des angles morts et de ne pas penser à certains acteurs ou certaines actrices pour des rôles, parce que les rôles ne sont pas fléchés comme étant des rôles qui doivent revenir à des personnes minoritaires, eh bien, on n'y pense pas. On n'y pense que quand c'est écrit. Et quand c'est écrit, généralement, souvent, ça n'est pas bon signe. Souvent, on va indiquer l'origine d'un personnage pour lui associer tout un tas de stéréotypes. Et donc, il explique, lui, justement, c'est ça la question du privilège blanc, c'est il a fait ce travail, et moi, j'étais vraiment ravie de pouvoir l'interviewer. Il a fait ce travail sur lui pour pouvoir repenser, en fait, ce que la société lui a appris.
et donc pour pouvoir déconstruire, pour pouvoir détricoter des choses qui pouvaient apparaître comme étant des évidences. Donc l'idée aussi, c'est de dire que évidemment la question des minorités, la question de la représentation des personnes minorées est liée à cette question raciale qui a été façonnée, qui a été charpentée par l'histoire, mais dans ces oppressions qui sont liées à la condition raciale, il y a aussi d'autres formes d'oppression qui sont à l'œuvre, comme l'homophobie, comme le validisme, qui sont le fait de considérer le fait de ne pas avoir un handicap comme étant une norme, évidemment comme le sexisme. Et donc le sexisme croise la dynamique raciale, et j'ai proposé de montrer 2 visuels là que je trouve très intéressants. Donc le premier visuel, c'est l'affiche d'un film d'une réalisatrice qui s'appelle Audrey Dana, qui s'appelait Sous les jupes des filles, et le titre international c'était French Women. Et donc quand vous voyez le visuel, vous voyez que manifestement il y a des personnes qui ne semblent pas exister dans l'imaginaire collectif que l'on associe à cette pluralité. Donc il y a une pluralité de femmes françaises, et on voit qu'il y a quelque chose quand même de très monocolore dans le nombre. Il y a quand même un nombre très très conséquent d'actrices qui ont été choisies, et un oubli en fait manifeste. Et en face, j'ai mis la couverture du livre Noir n'est pas mon métier, donc qui est un livre qui a été initié par Aïssa Maïga, qui a réuni autour d'elle 15 actrices françaises noires de toute génération, donc qui avaient entre 20 et 70 ans. C'était en 2018. Donc elles ont écrit un livre où chacune d'entre elles a écrit un texte, donc elles étaient 16 au total, racontant ce que c'était d'être une femme noire dans le cinéma français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes avec des histoires différentes, des origines différentes. Elles appartiennent à plusieurs générations, comme je l'ai dit. Elles ne se ressemblent pas physiquement. Pour autant, dans chacun des textes, en fait, on retrouve des traits communs et qui montrent que finalement le mécanisme d'oppression, le mécanisme racial ignore l'individualité, et que finalement, quand on est une femme noire, eh bien, on est traité comme une femme noire, et que finalement, quelle que soit notre condition sociale, notre âge, nos origines, eh bien, on est exposé à des expériences extrêmement similaires. Et puis, d'un côté à l'autre de la frontière, j'ai eu l'occasion de parler avec des femmes ici, et je me rends bien compte qu'il y a des choses très très proches de ce que je peux vivre à titre personnel en France, ou ce que d'autres personnes peuvent vivre, d'autres femmes noires peuvent vivre en France. Je vous propose de voir la vidéo suivante, du coup, merci. Et donc ça montre bien aussi ce qui se joue à l'intersection justement de la question raciale et de la question du genre. On a vu en introduction Joséphine Baker, dont on a beaucoup parlé à la fin de l'année 2021, puisqu'elle est entrée au Panthéon en France, qui est ce monument qui célèbre les Français et les Françaises les plus illustres. C'est la première artiste à intégrer le Panthéon, sauf si on considère évidemment que les poètes sont des artistes, puisque d'autres écrivains sont entrés dans le Panthéon auparavant, mais c'est la première, en tout cas, artiste de la scène qui soit entrée au Panthéon. C'est la première femme non blanche à intégrer le Panthéon, et la première femme d'origine américaine. Et en ce sens, Joséphine Baker, c'est une femme remarquable, exceptionnelle dans son parcours, puisque c'était à son époque la femme la plus photographiée de tous les temps. Son style de beauté a été imité. Elle avait lancé ses lignes de cosmétiques pour avoir le teint mat, pour imiter sa coiffure. C'est une femme qui a beaucoup fasciné, et qui en même temps a eu une carrière scénique donc à la fois intéressante, mais à la fois qui faisait écho à d'importants préjugés. Lorsqu'elle est arrivée en France en 1925, elle avait 19 ans, et on lui a proposé de danser à moitié nue sur scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on la voit danser et un peu décharger le caractère très érotique des spectacles en faisant des poses de clown, etc. Donc quand on voit les images, on voit bien qu'elle a investi ce rôle, mais son premier réflexe lorsqu'on lui a proposé ce rôle, ça a été de vouloir partir en fait. Elle a fondu en larmes et elle a demandé un bateau pour rentrer chez elle parce qu'elle s'est sentie humiliée. Et finalement, elle a accepté d'interpréter ce rôle sur scène, et en ça, elle a vraiment révolutionné les arts de la scène. C'est vraiment une artiste qui a insufflé quelque chose sur la scène, mais qui a incarné une forme d'exotisme en fait, qui a vraiment marqué la représentation des femmes noires tout au long du XXe siècle, et qui a encore une incidence aujourd'hui. Plus encore parce que Joséphine Baker était américaine, mais les revues dans lesquelles elle se produisait s'appelaient les revues nègres, étaient d'inspiration africaine, alors qu'elle n'avait jamais mis à l'époque un pied sur le sol africain. Donc c'était une manière aussi pour la France d'affirmer sa puissance coloniale en
assignant les personnes noires à quelque chose d'africain, mais d'africain au sens de coloniser et de pas civiliser. Et ce qui est intéressant, c'est de noter par exemple que Josephine Baker, en 1931, avait été sollicitée pour être la marraine de l'exposition coloniale. L'exposition coloniale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des zoos humains, où en fait on faisait venir des personnes des différents territoires colonisés, en Afrique, en Asie, dans les Amériques, pour les exposer aux visiteurs et aux visiteuses, et pour affirmer la supériorité civilisationnelle de la France. Et donc on a demandé à Josephine Baker d'être marraine de cette exposition coloniale. Finalement, ça n'a pas eu lieu, mais ça montre bien quand même à quel endroit on l'avait aussi placé dans l'imaginaire collectif. Et donc cette question de l'exotisation du corps des femmes noires, parce que Josephine Baker pouvait se produire sur scène dans une tenue qui n'aurait pas été acceptable pour une femme blanche à la même époque, eh bien ça a influé sur la perception des femmes noires sur les écrans. Et donc ça a finalement insufflé tous ces clichés qu'énoncent Aïssa Maga et Sonia Rolland et d'ailleurs France Zobda aussi dans les différents extraits. Et il ne s'agit pas de dire que c'est infamant de pouvoir interpréter ces rôles, mais ce qui est problématique, c'est de n'avoir que ces options-là, de ne pas avoir d'autres options. Jouer de temps à autre une femme qui travaille du sexe, jouer une femme langoureuse, une femme, voilà, une amante, etc. Ça fait partie du jeu des acteurs et des actrices. Mais quand on n'a que ça comme proposition, ça interroge sur la sphère dans laquelle on est réduite. Et Régis Dubois, qui est universitaire, montre très bien comment les personnes noires ont été construites davantage comme des corps que comme des esprits, comme s'il y avait une opposition, alors qu'on peut investir les deux de manière tout à fait logique. Pour en revenir à la question des castings, on voit bien, et on l'a entendu, que de nombreux artistes sont réduits à ce qu'on appelle des archétypes. Donc il y a une typologie en fait qui va enfermer les artistes non blancs dans quelques stéréotypes qui ne leur permettront pas finalement d'incarner une forme d'universalité. Là où les acteurs et les actrices blanches, surtout les acteurs blancs, moins les actrices, surtout à partir de 40 ans, vont incarner une forme d'universel, en tout cas qui leur permet de transcender les classes sociales, de jouer toutes sortes de rôles, et bien les personnes non blanches, qu'elles soient noires, nord-africaines, asiatiques, ont une palette de rôles qui est beaucoup plus réduite, et donc qui ne leur permet pas d'incarner justement cette forme d'universel à laquelle aspire tout être humain. Et ça, évidemment, c'est le reflet d'un racisme qui est systémique, donc qui n'est pas le fait d'une seule personne, mais d'un système qui est hérité de l'histoire. Et donc, l'image des personnes noires se construit à partir de points de vue qui sont ceux de la communauté dominante, qui est la communauté, oui, blanche, je ne sais pas si on peut en parler comme ça. Et donc, sachant que historiquement, les premiers cinéastes étaient blancs, on a des images très anciennes, par exemple, de Chocolat, le clown Chocolat, du clown Chocolat, qui était filmé à l'époque des Frères Lumière et qui était tourné aussi en dérision. Et donc cette manière de produire de l'image a été aussi façonnée dans une période coloniale par des personnes qui avaient un regard dominant sur les corps minorés. Et donc ça a eu aussi un impact, mais y compris sur la manière de filmer les couleurs de peau, la capacité à mettre en valeur certaines couleurs, puisqu'elles n'ont pas forcément été pensées comme étant destinées à être mises en valeur. Et donc, dans les représentations modernes, on l'a beaucoup vu, et c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais voilà, les personnages noirs, ce sont toujours, dans les films, les premiers sacrifiés, plus ou moins rapidement, et presque systématiquement. Alors, c'est moins vrai, on a maintenant des Jordan Peele qui font des films d'horreur, donc qui renversent un petit peu la vapeur, mais voilà, pendant très longtemps, quand on était noir, on savait qu'en regardant un film d'horreur, le noir allait mourir en premier de manière assez brutale, et permettait aux autres de savoir où était le danger. Donc... Et donc, le noir, les noirs, et comme les personnes d'origine nord-africaine endossent fréquemment, comme on l'a vu, le rôle de fauteur de troubles. Et même quand ces personnages endossent des rôles importants, importants au sens social du terme, donc des personnes politiques, hommes ou femmes d'affaires, membres des forces de l'ordre ou de l'armée, ils sont fréquemment relégués au second plan. Et quand ils sont au premier plan, généralement, c'est le reste du casting en fait qui est complètement blanchi. C'est-à-dire qu'on fait un effort sur le personnage principal et tout à coup, on n'arrive pas à faire en sorte que l'ensemble du casting soit diversifié. Et sinon, souvent, quand c'est le cas, c'est parce que les réalisateurs eux-mêmes ne sont pas blancs, et c'est ce que disait Lucien Jean-Baptiste dans le film où je l'ai interviewé. J'ai pas sélectionné cet extrait, mais il dit oui, moi j'ai
ma mère est noire, mes sœurs sont noires, donc quand je fais des films, oui, il y a plusieurs noirs parce que c'est un environnement dans lequel j'ai été socialisée. Donc pour moi, c'est pas inhabituel de faire ça. Ça demande pas d'effort, c'est ce que j'ai connu. Et donc Marie-France Malonga, vous l'avez vu tout à l'heure dans le documentaire, elle définit en fait ces différents types de personnages. Il y a ce personnage aussi du sauveur blanc, donc qui va souvent aider une personne non blanche en difficulté, donc à trouver des papiers, à sortir de la maltraitance, à sortir de sa famille, de son groupe d'origine, et en fait à lui trouver une assise sociale, et donc toujours avec un rôle un petit peu comme ça valorisant. Évidemment, le personnage du délinquant qui peut être un voyou, souvent associé à la banlieue, voire une personne déviante, voire malheureusement l'actualité permet aussi de donner des rôles de terroristes, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit également beaucoup. Et puis voilà, le sauvage, qui est une personne qui n'est pas adaptée au contexte social, donc ça, Marie-France Malonga l'a très bien démontré. Et donc il y a ce qu'on appelle le blackface, mais en fait c'est un nom français que j'aurais dû vous mettre, qui est le nom de barbouillage. Donc Mame Fatou Niang, universitaire, et Maboula Sombaoro ont écrit un texte justement parce que quand on parle de blackface, on parle d'une procédure dont on a l'impression en fait qu'elle n'existe que dans un contexte anglophone et qu'elle n'a pas d'ancrage historique dans le contexte français. Or, le barbouillage, c'est comme ça que ça s'appelle en français, ça a eu lieu sur les scènes françaises. Et donc, cette technique de barbouillage qui consiste en fait à tout simplement se grimer en noir pour des personnages qui ne sont pas noirs, on le voit dans les manuscrits de théâtre, et c'est devenir d'une certaine manière, c'est ce que dit Mame Fatou Niang, le sauvage, être celui qu'il faut civiliser, être Satan aussi. Donc, est-ce que la couleur de peau foncée est associée au mal, au malin? Et donc, c'est prendre toutes ces teintes négatives. C'est ce qu'elle disait dans une interview que nous avions faite d'elle dans notre podcast Kif Taras. Et donc, cette manière de se grimer est une manière qui est à la fois infamante et à la fois qui donne l'impression qu'on peut devenir l'autre sans que l'autre ait besoin d'être là. Cet autre-là, en fait, c'est un corps vide qu'on peut investir et dont on peut se revêtir comme s'il s'agissait simplement d'un déguisement. Or, le fait d'avoir la peau sombre, la peau foncée, ce n'est pas un déguisement. Et c'est pour ça que cette pratique-là est une pratique raciste. Et il y a aussi une figure qui a été beaucoup dénoncée, qui est la figure de la personne noire qui est aseptisée. Donc Hollywood, quand il a été question de donner des représentations aux personnes minoritaires après l'avènement des droits civiques dans les années 1960, elle a montré surtout des personnes qui étaient irréprochables. On a perdu il n'y a pas très longtemps Sidney Poitier, qui est vraiment une personne qui a beaucoup compté, qui était très engagée. Mais l'étape qui a été nécessaire pour que Sidney Poitier soit reconnu, c'est qu'il a joué des rôles d'hommes noirs qui étaient absolument irréprochables sur tous les plans, qui étaient beaux, qui étaient intelligents, qui étaient diplômés, qui étaient polis, qui étaient bien habillés, enfin, qui avaient une espèce de charge en fait dans la représentation et une injonction à la perfection qui était finalement la seule possibilité d'exister sur un écran, parce que sans cela, en fait, le défaut était un défaut qui devenait un défaut racial. Donc il a fallu passer par cette phase où tout à coup en plus, c'était un personnage qui restait très très seul en fait dans un environnement très très blanc et donc qui était un peu formaté sans que finalement ses spécificités en tant que personne noire socialisée dans un environnement noir ne soient mentionnées, ne soient visibles. Donc c'est aussi ça la difficulté, c'est que si on choisit de faire exister une personne noire, il faut tenir compte de la société dans laquelle on vit, et donc être noir dans un contexte français, dans un contexte suisse, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire être dans une famille noire, ça peut vouloir dire avoir peut-être une deuxième langue, avoir peut-être certaines pratiques culturelles ou religieuses. Et donc, il suffit pas juste de mettre quelqu'un de noir comme ça et de le départir de tout ce qui peut aussi le caractériser en tant que personnage. Après, c'est pas obligatoire. On peut être noir, être socialisé dans un environnement blanc, etc. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu facile qui consiste juste à colorer des personnages et à ne pas leur donner vraiment d'assises. Enfin, j'ai un exemple là qui me vient en tête, mais il y avait une fiction qui avait été faite pour Netflix, là, pour le dernier Noël, qui s'appelle Christmas Flow. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Les gens qui l'ont vu rigolent. C'était pas très bien. Mais c'était pas génial sur le plan scénaristique. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué, c'est la fausseté, en fait, de la famille noire. Je sais pas si il y a une séquence vraiment qui m'a vraiment fait halluciner, c'est la séquence de Noël où en fait voilà, donc c'est une famille noire qui dîne donc pour le repas de Noël, et donc la mère arrive en disant je t'ai fait ton plat préféré, un mafé. Je me suis dit mais qui mange du mafé pour Noël? Mais
C'est incroyable. C'est le plat le plus quotidien et le plus banal de l'Afrique de l'Ouest. Et je veux dire, qui va... Enfin, et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Ils avaient dû taper Google plat africain et ils ont vu mafé. Ils se sont dit, oui, il y a ça ou mafé, on ne sait pas trop. Et c'était faux, en fait. Ça se voyait qu'il n'y a aucun noir qui était dans la room. Enfin, c'était impossible. Toute personne noire aurait dit non. Aurait dit non, c'est non. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Il ne suffit pas seulement de mettre des personnages non blancs, il faut que ce soit un minimum crédible. Et pour cela, il faut associer des personnes concernées pour qu'elles puissent tirer la sonnette d'alarme quand on veut mettre des mafés de Noël, quoi, par exemple. Donc, il y avait d'autres aspects de cette série qui étaient un peu comme ça. Mais c'est dommage parce que ça fait une très belle affiche et ça soulage un petit peu de voir des personnages non blancs. De voir que c'était un homme noir et son love interest était une femme d'origine nord-africaine. Mais c'est pareil, cette femme, du coup, ils avaient trouvé un truc commode pour pas que sa famille soit nord-africaine. C'est que donc sa mère était blanche et son père était parti. Du coup, c'était cool parce qu'elle fêtait Noël, ils n'étaient pas musulmans. Et il n'y avait pas du tout de connotation, en fait, par rapport à son origine. En fait, c'était... Voilà. Et du coup, il y a un côté, on se dit, c'est cool, mais en même temps, on aimerait bien que ce soit un peu... Enfin, exister au-delà de l'apparence. Et c'est souvent la difficulté. Mais ça implique vraiment qu'il y ait des créateurs et des créatrices qui soient concernés par les sujets et qui puissent insuffler de la complexité et du réalisme. Et donc ça, c'est vraiment l'étape suivante, oui. Et donc, l'exclusion, il y a une exclusion qui peut être volontaire lorsque, par exemple, on va entendre des gens dire on n'en trouve pas. Voilà, il n'existe pas. Et je trouve qu'Aïssa Maïga, avec les autres actrices, a bien montré que c'était pas le cas. Parce qu'en fait, des actrices noires, il y en a plein. Souvent, on dit oui, on aimerait bien avoir des actrices noires, mais il n'y en a pas. Et donc, elles ont démontré en montant, en franchissant les marches de Cannes, à 16, montré qu'il y avait... Elles étaient là, elles existaient, elles ne demandaient qu'à travailler. Ou sinon, dire qu'ils ne sont pas compétents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de classique qui n'est pas inhérent au cinéma. Je pense qu'on l'a entendu dans tous les domaines. Et ça, encore une fois, c'est une idée de reçu, c'est une facilité. Et c'est le fait de puiser dans ces cercles, dans les cercles habituels, évidemment, ça ne permet pas de trouver des profils qui soient diversifiés. Et donc l'idée de dire qu'on n'a pas de choix, en fait, cette idée-là, elle défend l'idée que la seule personne capable est celle qui a été choisie, et ce, en dehors de toute forme de discrimination, de préjugés. Or, il y a des biais qui font qu'on va choisir toujours les mêmes personnes et qu'on va identifier les compétences uniquement quand elles prennent certaines formes. Donc, quand elles vont revêtir le label, le certain diplôme, quand on va être recommandé par tel type de personne ou par telle personne. Et donc, cette question, pour en revenir à la question de blackface et du déguisement, souvent, par exemple, le seul personnage du registre classique qui ne soit pas blanc, c'est Othello, c'est le personnage d'Othello, et pourtant, il a été énormément interprété par des acteurs blancs. Et souvent, on dit oui, mais le talent n'a pas de couleur. Vous voyez ce que... Mais ça se passe toujours dans le même sens, en fait. C'est jamais dans l'autre... Enfin, c'est très rarement, peut-être d'ailleurs plus au théâtre qu'au cinéma, mais on ne va pas demander à Sonia Rolland de faire Jeanne d'Arc. Et pourtant, pourquoi pas ? Mais ça n'arrive pas. En tout cas, en France, ça n'arrive pas encore. Et donc, on voit bien que, c'est-à-dire qu'on va se permettre en fait de faire interpréter des personnages non blancs par des personnes blanches, et toujours dans ce sens-là, dans le sens en fait qui va favoriser l'idée que la personne blanche peut investir une forme de complexité, et que l'idée que de ne pas être blanc, forcément, ça envoie un message qui ne permet pas d'incarner toute complexité. Et on ferait pas ça, par exemple, parce qu'en plus dans Othello, tout repose sur sa singularité raciale. Je veux dire, l'intrigue repose en grande partie sur ça. Elle est mentionnée en permanence. Si un personnage est féminin et que l'intrigue repose sur sa féminité, on ne va pas demander à un homme de se déguiser en femme en disant non, mais il a trop de talent, il peut tout faire. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et ça me semble, étant donné le peu de place qu'ont les femmes dans le cinéma, ça me semble logique. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait valable dans un cas et pas valable dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on voit beaucoup pour les personnages transgenres, par exemple, où effectivement, on va toujours recourir à des personnages qui sont cisgenres qu'on va déguiser, ou pour les personnages qui sont en situation de handicap, on va demander à des gens qui voient de faire semblant d'être aveugles, ou des gens qui peuvent marcher, de se déplacer en fauteuil roulant, alors qu'il y a les acteurs et les actrices qui sont en situation de handicap et qui ne travaillent pas. Donc c'est toujours l'idée que les personnes qui sont dans la norme, en fait, peuvent imiter, entre guillemets, la normalité. Alors que anormal en un seul mot, alors que les personnes qui sont dans l'anormalité ne sont pas capables d'incarner justement cette norme dominante parce qu'elle serait trop singulière. Et donc ça, c'est justement un des mécanismes de l'oppression qui freine en fait les minorités dans leur possibilité
d'incarner cette forme d'universel. Donc évidemment, on peut parler de plusieurs arts. Les courants musicaux populaires sont nombreux. Ils sont issus des musiques noires. Et en fait, il y a la plupart des grands courants musicaux du XXe siècle sont issus de populations noires et de populations noires qui les ont créés du fait de souffrances historiques. Donc voilà, on peut parler du jazz, du blues, du rock, du rap évidemment, du R&B, etc. Et donc c'est une musique qui est associée à une situation politique particulière. Donc qui vient vraiment d'une souffrance qui a été finalement formulée de manière artistique. Et donc ces mouvements musicaux ont été démocratisés. Et il ne s'agit pas de dire que ces courants musicaux appartiennent à leurs créateurs initiaux. Il y a eu des manières de les dériver. Voilà. Mais ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que surtout en France, les peu de créatrices en fait et de créateurs issus de ces communautés sont récompensés quand il s'agit notamment de prix voilà, qui sont prestigieux. Par exemple, les récompenses musicales et autres distinctions décernées aux œuvres et aux artistes qui sont alors investis du rôle sociétal de nous représenter collectivement dans la sphère de l'immatériel et du symbolique. Et donc, il y a une espèce de prestige de la valorisation du travail accompli. Et j'ai un exemple qui m'a marqué à l'époque et qui a très mal vieilli en plus. C'était à la fin du XXe siècle, donc en 1999. Le groupe... donc voilà, il y avait les victoires de la musique et je crois que c'était la première fois qu'il y avait la catégorie rap, je ne sais plus comment ils appelaient ça, musique urbaine, peu importe. Et donc, parmi les lauréats, il y avait NTM, Arsenic, Stomy Bugsy, MC Solar et Mano. Et qui a gagné ? Mano. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les autres groupes ont marqué l'histoire du rap français et c'est un groupe de rap celtique qui a vécu 1 an, en gros, qui a gagné. Et je sais pas si vous revoyez les images, franchement, même eux, ils étaient pas bien, ils étaient un peu gênés. Ils ont pris le prix en mode on sait que c'est pas normal, mais merci. Comme Adèle quand elle a eu le Grammy à la place de Beyoncé. Elle était en mode oui, j'accepte, mais je sais que c'est pas moi la reine. Voilà. Donc c'était franchement, et ça arrive quand même très très souvent que je me souviens aussi d'il y a 3 ans. J'avais tweeté à ce sujet que dans la catégorie musique urbaine, il n'y avait pas une seule personne noire aux victoires de la musique. Donc il y avait Big Flo et Oli, dont j'ai appris, puisque j'avais tweeté en disant il n'y a que des blancs, on m'a dit non, ils sont d'origine algérienne du fait de leur mère. Donc j'ai appris qu'ils étaient d'origine argentino-algérienne, Big Flo et Oli. Mais à côté de ça, il y avait L'Homme Pâle, je crois que c'était Nekfeu ou Orelsan, je ne sais plus, c'est toujours l'un ou l'autre. Et donc, non mais je ne remets pas en cause ils sont très bons, ce sont de très bons rappeurs. Mais c'était l'autre. Mais voilà, enfin, je veux dire, je trouve ça bizarre quand même que ce soit toujours des rappeurs blancs qui gagnent les victoires de la musique. Je trouve ça quand même incroyable. Et donc, je vais vous montrer une vidéo de cette année, et j'ai beaucoup apprécié cette intervention des victoires de la musique qui ont eu lieu le mois dernier. Voilà, c'est la prochaine vidéo. SCH, j'ai un petit quelque chose à vous remettre. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis en train de vivre un grand moment et je vais profiter de ce grand moment pour faire un petit message à mon public et mes auditeurs de cet album Julius 2 qui m'ont permis de faire partie de cette prestigieuse cérémonie des victoires de la musique ce soir. Cher public, merci de m'octroyer cette chance qui est celle de pouvoir m'exprimer ce soir devant vous. C'est une chance. Une chance dont bon nombre de mes collègues dignes de présence ce soir, ne serait-ce qu'honorifiques, ne pourront pas profiter. Donc je voudrais saluer Gazo, Oh Boy, Naps, Leilo, pour ces 2 Bercy remplis en presque 24 heures. Je voudrais saluer aussi Jul qui a réuni... Je voudrais aussi saluer Jul qui a réuni les 2 capitales du rap français cette année. Je voudrais saluer Ginos, Sosomanes, et je voudrais aussi saluer Nino, l'homme aux certifications, évidemment. Et je voudrais bien sûr les remercier pour les projets et la musique qu'ils ont fournis cette année. Alors, je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique.
Donc c'était SCH qui a gagné la victoire de l'album le plus streamé. Donc là, de toute façon, c'est mathématique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement qu'il a rappelé la place secondaire en fait qu'on fait aux artistes de rap, alors que c'est le genre musical le plus populaire depuis quand même quelques années en France, et que finalement, il y a une absence de reconnaissance vraiment manifeste. Cette année, d'ailleurs, il n'y avait aucun artiste non blanc qui a été nommé aux Victoires de la musique, et Aya Nakamura a été nommée, mais par le prix du public. Donc c'est le public en fait qui a poussé à ce qu'elle soit nommée, alors que c'est l'artiste française la plus streamée du monde. Donc on continue à ne pas comprendre, mais c'est spectaculaire de voir que le rap, qui est l'industrie musicale, qui vient des quartiers populaires, qui vient des populations négativement racialisées, et qui est porté en très très grande partie par des artistes non blancs, et non seulement sous-représentés, et qu'il a fallu que SCH vienne sur scène disant « je regrette que les gens qui font du rap avec moi en fait n'aient pas cette reconnaissance-là qui leur permet d'être là devant vous en fait, alors que l'industrie musicale repose énormément sur leurs épaules, et je trouve que c'est d'une année à l'autre. Après, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à des rapports de pouvoir au sein de l'industrie musicale et des maisons de disques, mais c'est quand même assez spectaculaire de pouvoir faire une cérémonie entière dédiée à la musique française en ne sélectionnant aucune artiste non blanc ou non blanc. Je trouve ça quand même assez acrobatique. Enfin, c'est une performance artistique de réussir à faire ça. On va passer à la diapo suivante, où je voulais quand même, évidemment, je suis invitée par une bibliothèque, donc il faut quand même parler de littérature. C'est important. Il y a juste rendre hommage en fait à ces auteurs et ces autrices qui sont reconnus par leur pairs et souvent peu connus du grand public, et beaucoup d'entre eux en fait ont obtenu des postes d'enseignement aux États-Unis, et ils sont très très peu étudiés dans les cursus scolaires. Alors après, il va y avoir des exceptions comme Gisèle Pineau, qui est une écrivaine de Marie-Galante, qui est beaucoup enseignée dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique, mais pas nécessairement dans le cursus national. Et pourtant, ces artistes et ces auteurs-autrices de langue française, comme Patrick Chamoiseau, Marie Scondé, Assia Djebar, qui était académicienne, Fatou Diom, qui vient de sortir un livre, ou encore Édouard Glissant, sont des gens dont finalement on n'entend pas tant parler que ça dans les cursus littéraires, et en fait on est très très peu exposé à leurs travaux, et puis ce sont des gens qui sont très peu aussi adaptés sur grand et petit écran, alors que c'est ce qui fait vivre aussi parfois les œuvres auprès de publics peut-être qui ont moins d'opportunités de lire. Et donc finalement le processus de sélection par lequel ces œuvres et leurs créateurs et créatrices ne sont pas autant célébrés que d'autres, et par conséquent moins accessible au grand public, eh bien c'est ce cercle vicieux où les communautés concernées se sentent moins représentées, entendues et vues. Donc c'est vraiment un processus de sélection qui est lié à un mécanisme qui est systémique et qui invisibilise toujours les mêmes auteurs. Et d'ailleurs, il y a toujours ce débat qui fait qu'on va considérer certains auteurs comme les auteurs français et d'autres comme les auteurs francophones, alors qu'ils sont français. Et donc c'est toujours cette question, alors qu'a priori ils parlent tous la même langue, donc ils font la littérature française, il n'y a pas de raison que certains soient identifiés comme étant francophones et d'autres comme étant françaises. Et on voit bien qu'il y a quand même souvent, c'est comme la musique du monde, une division qui est raciale et qui ne dit pas son nom. Et donc les œuvres existent et elles ne sont pas mises en avant. On va passer à la diapo suivante. Sur la question des médias, qui est une question évidemment qui me concerne directement. Donc les médias participent aussi à la perpétuation des figures racisées en traduisant les représentations qu'a la société d'elle-même. Les mémoires sont le miroir des représentations dominantes. Et donc ils sont des outils aussi qui permettent de décoder nos imaginaires et nos représentations collectives, selon les termes de la sociologue Marie-France Malonga. Et le fait d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, exposé de manière répétée et régulière à des figures stéréotypées, eh bien, ça valide les idées reçues. Je crois qu'il manque un S à idées reçues. Qui parle de quoi? Donc c'est la question en fait, qui raconte quoi et qui a le pouvoir de raconter des choses au sujet de quel groupe? C'est une question évidemment qui a un impact, et l'exemple qui m'a marqué, c'est celui du décès de deux jeunes adolescents à Clichy-sous-Bois en 2005, Zied Benna et Bouna Traoré. Et les médias ont choisi d'employer le terme d'émeute et de violence urbaine. Les auteurs de ces violences sont présentés comme des fauteurs de troubles, des racailles. À l'époque, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, dit quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas devant la police. Mais qui est ce on? C'est un on évidemment d'une personne blanche qui ne pense pas que la police puisse être un danger. Mais quand
on est surexposé, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police et qu'on peut être exposé à des brutalités policières, et bien même quand on n'a rien à se reprocher, on fuit devant la police parce qu'on se dit que ça peut être un danger. Et la preuve, c'est que Ziad Benna et Bouna Traoré sont morts dans un transformateur électrique, et le troisième ami qui les accompagnait, Mouhitine Atoun, a été gravement blessé dans ce transformateur électrique où ils se sont réfugiés alors qu'ils n'avaient absolument rien à se reprocher. Et pendant les premiers jours, on a parlé d'eux comme de personnes délinquantes. Et d'ailleurs, quand bien même ils auraient été des délinquants, la peine de mort a été abolie en France depuis 1981, donc ça n'aurait absolument pas justifié le fait que ça se finisse de manière aussi tragique. Et finalement, on voit que personne dans les médias dominants ne se met à la place des populations des banlieues ou de ces jeunes, ou simplement de leur famille, et ne voit le caractère en fait désespéré de leur fuite et une peur en fait qui m'était familière parce que je voyais bien, en tout cas à titre personnel, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de m'engager par la suite dans le journalisme, que je voyais très bien ce que ces jeunes avaient vu en voyant la police. Et dans ma famille, il y a des jeunes qui leur ressemblaient, donc j'ai très bien compris de quoi il s'agissait. Et je voyais que dans les médias, les gens qui commentaient l'actualité étaient dépourvus d'une clé de lecture qui me semblait évidente. Donc cette question-là de qui parle et qui raconte l'actualité est extrêmement importante pour pouvoir décrypter des phénomènes qui ne sont pas forcément lisibles de la part, parfois même de la majorité. Et donc, le fait de ne pas pouvoir se mettre à la place de ces populations fait qu'on n'arrive pas à humaniser les habitants et les habitantes de ces quartiers et leur colère légitime. Et donc, on parle d'émeutes et de violences urbaines plus que l'on parle de révolte. Alors qu'on est dans un pays quand même qui a fondé son histoire de la République sur une révolution. Donc on est quand même un petit peu habitué au mouvement de protestation. Enfin, en France, on fait des manifs tous les 2 jours, donc on sait qu'on manifeste beaucoup. Donc la révolte, c'est pas une activité qui nous est étrangère. Et donc cette question. C'est la question de la sous-représentation et de pourquoi les personnes concernées ne sont pas représentées. C'est parce qu'en fait, on considère qu'elles n'ont pas une expertise qui puisse enrichir l'actualité. Et donc, ça implique évidemment pour les personnes journalistes qu'il faut que tous les points de vue soient pris en compte. Si on regarde les statistiques des écoles de journalisme aujourd'hui, on voit que les personnes qui sont issues des classes ouvrières sont 10%. Il me semble, en tout cas, si on fait le total entre les personnes issues de catégories employés et ouvriers, ça fait 15%. Donc c'est vraiment très très peu. Et dans les écoles de journalisme, il y a une surreprésentation des personnes dont les parents disposent d'un capital culturel certain, donc de professions notamment dites intellectuelles supérieures. Et donc, il y a une forme de racisme ordinaire dans les médias, et donc qui est celui de celles et ceux qui sont des figures respectées dans la vie publique française. Et ceux-là vont promouvoir une forme de racisme plus subtil. Et donc, on a une élite intellectuelle qui va s'affirmer politiquement progressiste tout en tenant des propos discriminants ou en propageant des stéréotypes, mais toujours l'air de rien. On a un exemple d'une personne à l'époque de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, donc qui a été largement commentée en France d'une manière qui, pareil, a très très mal vieilli post-MeToo. Si vous vous replongez dans les archives, c'est vraiment très très gênant. Et il y a une journaliste qui s'appelle Sylvie Pierre Brossolette, qui était rédactrice en chef du Point, donc c'est un magazine de droite, qui a dit, donc je la cite, elle a dit vraiment, elle a écrit même, c'est même pas elle l'a dit, parce que quand on dit quelque chose, on peut se dire c'est spontané, on n'a pas trop réfléchi. Mais quand on a écrit, généralement, on a réfléchi, ça a été validé par plusieurs personnes. Donc elle a écrit, quand elle a parlé de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, elle a dit « Quelle image donnons-nous au monde quand les télévisions de la planète entière montrent un prestigieux Français pénétré dans le tribunal de New York, piteux, mal rasé et toujours menotté, pas mieux traité que les malfrats de couleur, déférés avant et après lui devant le juge. » Donc, on voit bien. Je pense que c'est assez clair, c'est pas la peine de décrypter c'est pas du tout du racisme subtil, là c'est très très explicite, mais on voit bien qu'en fait il y avait quand même un choc qui était lié au fait qu'on est totalement habitué à voir des personnes non blanches maltraitées en fait avant de comparaître devant les tribunaux, ou des personnes d'autres classes sociales, parce qu'elle parle d'un Français prestigieux, donc il y a aussi une dimension de classe où là effectivement on estimait qu'un Français issu de ce milieu-là ne pouvait pas être traité d'une manière aussi infamante. Et
Et dans le domaine politique, les femmes non blanches sont souvent cantonnées au champ de l'exotisme. On perpétue des clichés tout en niant des représentations importantes. Par exemple, Ramayad, qui a été ministre dans le second gouvernement du Premier ministre François Fillon en 2007, et elle a été ministre... je pense qu'en 2010 ou 2011, dans les pages, par exemple, de l'hebdomadaire l'Obs, de Jeune Afrique, du Figaro, la ministre de la République est tout à coup dépeinte comme étant, je cite, la belle Rama, une femme physique, instinctive, au physique de basketteuse, au sourire enjôleur, dont la beauté éclatante lui vaut aussi d'être présentée par le Figaro le plus sérieusement du monde comme la Naomi Campbell du gouvernement. Et donc, on parle de sa couleur de peau, du fait qu'elle soit très belle, qu'elle soit très grande, etc. Et donc, c'est un registre à la fois sexiste, qu'on retrouve souvent sur les femmes politiques, mais qui est toujours teinté d'exotisme, où, par exemple, on a pu voir Fleur Pellerin, qui était ministre d'abord du numérique et puis de la culture, qui était d'origine coréenne, qui a été qualifiée par exemple de geisha par un journal. Donc c'est des choses qui sont très très récurrentes. Ou encore Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre des droits des femmes et puis ministre de l'Éducation nationale, qui a été qualifiée de gazelle. Donc elle est d'origine marocaine, donc qualifiée de gazelle. Donc toujours ce registre en fait auquel on associe les femmes d'origine nord-africaine. Donc voilà, qui au-delà du sexisme, en fait, enferme dans une vision stéréotypée et contribue à fabriquer et à façonner l'imaginaire collectif. Et donc, on peut passer au slide suivant. Sur la question des récits manquants. Et donc, le fait de ne pas mettre en avant certains récits, c'est aussi nier ou minimiser leur importance. L'intellectuel réunionnais Patrick Singaini rebaptise justement le siècle des Lumières, dont la France est toujours glorifiée, de siècle des ténèbres, paradoxe d'une époque où les philosophes éclairés produisaient des idées les plus lumineuses quant à l'émancipation des humains, tout en assistant au commerce de la déportation et à la déportation, des esclaves, des personnes réduites à l'esclavage issues du continent africain. Et donc la lecture qui est trop souvent faite de l'histoire de France ne peut convenir à tous les Français et à toutes les Françaises. La contradiction qui ne peut se résoudre si l'on met à plat, c'est une contradiction qui ne peut se résoudre si l'on ne met pas à plat les complexités que sous-tendent tous les questionnements relatifs à l'identité française. Et donc il est nécessaire de reconnaître le passé pour admettre les réalités du présent. Et donc lorsqu'on évoque la période coloniale ou l'esclavage, il n'est pas rare que d'être confronté à des remarques exaspérées selon lesquelles il faudrait oublier ce passé lointain pour passer à autre chose. Ce passé, si éloigné fût-il, porte une incidence évidente sur notre présent. Les descendants d'esclaves et de colonisés, parmi les personnes les plus exposées aux discriminations, elles figurent parmi les personnes les plus exposées aux discriminations et à la précarité. Donc il y a un lien évident entre l'histoire et la situation sociale des personnes qui sont issues de cette histoire de stigmatisation. Et donc les stigmates que portaient leurs ancêtres les ont poursuivis à travers les siècles pour les marquer de manière quasi indélébile. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, entretiennent les stéréotypes qui les désignent comme d'éternels étrangers. Donc ce sont eux, évidemment, ces stigmates de l'histoire. Il faut donc, à travers la littérature, le cinéma, la musique, affronter les questions les plus douloureuses et les intégrer au récit national, et donc représenter une réalité qu'on a souvent tendance à invisibiliser et confier les clés de ce récit à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se raconter le contexte collectif depuis sa propre perspective. Et je vais vous montrer la dernière vidéo. Could a white director not have It's not produced color, this work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in Steven a space Spielberg right did Schindler's List. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List. But there are cultural differences, you know? I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. Huh? That's a cultural difference, not just a color difference. All right. So it's the culture. You know about a hot comb? So now No, she don't know about no hot comb. That's You don't know, you don't know nothing about. See how everybody laugh? That's a cultural difference. That's not a race difference. That's just that motion. That's all I gotta say, right? I know what a hot comb is. Okay, all right. The space that we're in, culture versus race, and how important it is, you know, where we are right now as a culture, as an American family. You're producing a film that's culturally
germane to a particular time and a particular people. You know, even the Martin Luther King, JFK, Jesus triumvirate that was on the wall. We didn't have that on our wall, but our next door neighbor did. That's what you're talking about? I put that in there. You did that? Yeah, I put that was on your, Jesus was that on your everywhere. wall? And that wasn't our house. You know, and there was that velvet kind of paint. You know, they put that velour, whatever they call that velvet. Yeah. Did you have it on your wall, Viola? I didn't have nothing on my wall when I was growing up, but that's something else. Stephen, was Jesus on your wall with JFK? Some of the family. Alors, donc c'est Denzel Washington, je pense que c'était à l'époque de Fences, qui est adapté d'une pièce de théâtre, justement d'un dramaturge, pardon, chercher le mot, d'un dramaturge noir qui a toujours voulu que ces pièces de théâtre soient adaptées par des réalisateurs noirs. Donc Denzel Washington avait adapté sa pièce de théâtre Fences, qui avait été multi-primée à l'époque. Et donc, quand on lui pose la question, il dit que c'est pas une question de couleur, mais une question de culture. Et quand il parle de culture, moi, j'aurais parlé peut-être d'expérience. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que la capacité pour une personne noire d'adapter le texte d'August Walker n'est pas liée à sa couleur de peau, donc c'est pas quelque chose qui est lié à sa nature biologique, mais à sa culture en tant que personne noire et à son expérience. Et donc, ce qu'il disait, c'est que, voilà, Steven Spielberg a fait la liste de Schindler, il parle des films aussi de Scorsese, et il dit que, lui, en fait, quand on est noir, par exemple, et ça, je trouvais ça un exemple très très juste, on sait quelle est l'odeur du peigne chaud sur des cheveux. Voilà. Je veux dire, tous les noirs là savent très bien de quoi je parle. Et c'est pas parce qu'on est noir, c'est pas un savoir qu'on a su automatiquement en étant noir, c'est un savoir qui est forgé culturellement et qui est lié au fait d'être une personne noire dans un contexte où, par exemple, on est amené à se lisser les cheveux. Et donc, ce qu'il dit, c'est que l'expérience que l'on a en tant que noir américain, qu'il a, lui, en tant que noir américain, le rend apte à adapter l'univers de ce dramaturge parce qu'il sait de quoi il parle. Et c'est vraiment ce qui est important et ce qui permet justement de ne pas faire les erreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je trouve que l'exemple est très très juste parce qu'il parle de quelque chose qui à la fois appartient à une intimité familiale et lie en fait des millions de personnes entre elles qui ne se connaissent pas, mais qui, dans un contexte nord-américain, ont vécu ce coiffage du dimanche matin avant d'aller à l'église. Quand il parle du dimanche matin, il évoque aussi une pratique culturelle qui est la pratique de la prière, de la messe, etc. etc. Donc c'est une pratique qui concerne les Noirs américains et que même si, moi, évidemment, toute la partie qui est liée à la pratique culturelle ne me parle pas, mais la question de l'odeur du peigne, j'ai tout de suite vu de quoi il parlait parce que je suis aussi une personne noire et bien qu'étant française, il y a quelque chose de culturel que je comprends. Et donc, ce qu'il disait simplement, c'est que c'est important de confier les clés des récits à des personnes qui sont à même de le raconter en permettant d'avoir des petites touches qui rendent les choses réalistes. Je ne sais pas si vous regardez par exemple la série This Is Us. Je trouve qu'il y a des moments où en fait on voit qu'il y a des personnes noires qui sont impliquées, par exemple dans je sais plus quelle saison, une saison qui a quelques années, mais il y a une séquence où la mère où le père emmène les 3 enfants camper et que la mère sur le perron en fait, donc les 3 enfants, donc parmi les 3 enfants il y a un enfant qui est noir et elle demande au père est-ce que tu as prévu la crème hydratante pour Randall, et en fait je trouve ça génial, c'est juste un détail. Mais voilà, on sait que les peaux noires, dans les contextes où il fait froid, sont plus sèches et que c'est important quand on parle plusieurs jours d'avoir de la crème hydratante. C'est juste une phrase, mais une phrase qui montre qu'il y avait une personne autour de la table qui était capable de comprendre les enjeux qui étaient liés à la présence d'un enfant noir parmi un groupe de 3 enfants. Et donc ça implique vraiment, autour de la table, dans la création de récits, de production culturelle, quand on veut parler de certains sujets, de mettre dans le processus des personnes concernées. Et on va passer à la diapo suivante, pardon. Donc, comment faire en fait, comment faire pour pallier ces sous-représentations. Il y a des pistes qui sont envisagées, donc moi je laisse la question ouverte. Est-ce qu'on peut parler de quotas? Est-ce qu'on peut parler d'actions positives? Toutes les façons, dans tous les cas, ce qui importe, c'est de raconter des récits qui sont authentiques. La nécessité, c'est ce que je viens de dire, d'inclure les personnes concernées dans la production de discours et de récits. Le fait, quand on est une personne dominante, d'avoir conscience du privilège dans ce que l'on fait et dans ce que l'on a la possibilité de faire. Se demander comment on est arrivé à ce statut, à cette position, et est-ce qu'on a conscience de son privilège quand on exerce une pratique culturelle, notamment artistique. On a 2 exemples de films qui ont très très bien marché dans les années 2010, qui sont Black Panther et Crazy Rich Asian.
Asians, pardon, qui sont deux films dont les castings étaient pour l'un quasi exclusivement noirs et pour l'autre intégralement asiatiques, qui sont des films qui ont très très bien marché malgré tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur le fait de montrer à l'écran des groupes qui sont uniquement, quasi exclusivement composés de personnes minoritaires. Et donc ça montre un progrès et ça montre surtout que un bon film, c'est un bon film et que finalement, les gens sont capables de s'identifier, y compris les personnes blanches peuvent s'identifier à des personnes minoritaires. Et quand le récit est entraînant, quand la réalisation est convaincante, quand les acteurs et les actrices sont aussi performants, eh bien, on peut avoir des récits qui marchent bien et qui finalement intègrent la sphère grand public et peuvent être exposés à la majorité. Donc voilà, c'est un enjeu qui est évidemment et reste important. Il y a encore énormément de choses à conquérir, mais ce sont des pistes de réflexion qui montrent que malgré tout, on a avancé, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on s'engage tous et toutes pour pouvoir continuer le chemin. Merci beaucoup. Du coup, c'est juste quand vous dites en fait minoritaire, c'est un détail, mais je me demandais, vous dites minoritaire dans le pays où ça se passe, ou vous dites minoritaire en général, parce que je me disais, les communautés asiatiques ou quoi, en termes de nombre, c'est pas forcément minoritaire. Et du coup, non, à l'échelle du monde, ce sont les Blancs qui sont minoritaires. Voilà, je crois que c'est moins de 20% de l'humanité. Mais non, je parle de minoritaire en termes de pouvoir politique. C'est-à-dire que je pourrais parler de minoritaire pour les femmes, même si elles sont majoritaires numériquement. Je parle vraiment de minorité en termes de pouvoir politique. Et donc Crazy Rich Asians, c'est un film américain. Parce que des films avec 100% asiatiques, il y en a plein. Il y a tout Bollywood, etc. Mais je parle vraiment de films dans des contextes où effectivement les Asiatiques sont minorés au sens de l'histoire politique. Donc c'est pas un terme de nom, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu avoir un petit peu plus votre avis sur la discrimination positive autour de ces différents arts. Alors, moi, je ne parle pas de discrimination positive, j'aime pas ce terme, je parle d'action positive, parce qu'en anglais, on ne parle pas de discrimination positive, et je trouve que quand en français, on dit discrimination positive, on oriente déjà le débat, parce qu'on ne peut pas être favorable à une discrimination. C'est complètement antinomique. Donc oui, moi, je suis favorable au processus d'action positive, quel qu'il soit. Enfin, ça peut être des encouragements, c'est pas forcément des choses qui sont contraignantes, mais je sais que, par exemple, les BAFTA, qui sont l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni, ont fait en sorte que en fait, les 4 catégories reines, meilleure réalisation, meilleur film, etc., pour ces catégories-là, ne soient pas éligibles les films qui n'ont pas une représentation de la diversité. Alors, je ne sais pas sur quels critères, mais en tout cas, qu'ils soient conformes à une certaine forme de justice. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils se sont dit, nous, on considère que notre mission, c'est de faire en sorte de promouvoir le cinéma qui offre une juste représentation de la société britannique. Donc, si vous voulez faire des films 100% blancs, c'est votre problème, mais vous serez juste pas éligible, quoi. Donc, c'est une stratégie en fait qui encourage sans contrainte, c'est-à-dire on continue à faire ce qu'on veut, mais si on veut obtenir un BAFTA dans les catégories les plus prestigieuses, on est obligé de se conformer à certains critères. Donc, il y a des stratégies comme celle-là. Je sais que il y a des choses qui existent en France avec le collectif 50-50, qui est un collectif qui travaille sur la représentation des femmes, notamment, mais pas que, mais notamment des femmes dans le cinéma, donc devant et derrière l'écran. Et donc, ils ont mis en place une stratégie de subvention avec le CNC qui consiste en fait à bonifier les subventions si les films permettent à des femmes, à 50% de femmes en fait, d'être présentes aussi bien parmi les techniciennes que dans le casting. Donc pas seulement dans la partie visible du film. Et donc ça ne prive pas de subventions, mais si on arrive à offrir une meilleure représentation, eh bien on a davantage de financement de la part du CNC, qui est le Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Donc, moi je suis vraiment favorable à tout ce qui permettra une meilleure représentation des groupes minorés. Donc, j'ai pas vraiment d'idée par rapport à la stratégie précise, mais tout ce dont je vous ai parlé là, je trouve que c'est très très bien. Merci. Déjà pour... moi, j'ai l'habitude de vous écouter par podcast. Du coup, là, ça me fait du bien de vous voir en vrai aussi. Merci. En fait, je suis assez aussi surprise parce que vous n'avez pas du tout abordé la thématique des réseaux sociaux. Vous avez beaucoup abordé les films, les médias écrits et puis aussi la télé. Et j'aurais bien voulu savoir votre avis par rapport, par exemple, à Instagram et à d'autres réseaux sociaux. Est-ce que votre avis il est un peu plus positif sur la représentation des personnes non blanches? Parce que moi, c'est un peu mon avis que ça semble...
enfin, ça tend vers quelque chose d'un peu plus positif, puis un peu plus représenté. C'est vrai que j'aurais pu parler des réseaux sociaux et des podcasts. Alors sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a du positif et du négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux ont imposé aux médias des thématiques que les médias ne traitaient pas. C'est-à-dire qu'elles ont contraint les médias à cesser de détourner les yeux sur un certain nombre de récits. Et plusieurs mouvements sociaux que j'ai évoqués, comme MeToo, mais aussi Black Lives Matter ou encore les révolutions arabes du début des années 2010, se sont imposés dans le récit médiatique par les réseaux sociaux ou les gilets jaunes, plus récemment, qui n'ont pas eu le choix en fait que de traiter des problématiques qui venaient du terrain et qui ont été imposées par des personnes qui n'avaient pas accès aux médias, mais qui se sont invitées dans les médias en fait de force, parce que ces thématiques-là sont devenues des thématiques nationales. Donc ça a vraiment une vertu positive. Des réseaux comme Instagram sont des espaces d'éducation populaire, et l'éducation populaire a beaucoup disparu des partis politiques. C'était beaucoup le rôle à l'époque du Parti communiste français qui faisait de l'éducation populaire sur les questions politiques, etc. Et finalement, c'est quelque chose qui a disparu en fait de la logique des partis et qu'on retrouve sur Instagram, où il y a énormément de comptes qui sont éducatifs sur des questions relatives à différentes oppressions. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont positives, et vous avez raison de le rappeler, c'est extrêmement important. Et on voit effectivement que davantage de personnes qui sont minorées, par exemple les personnes transgenres, qui sont complètement inexistantes dans les représentations médiatiques classiques ou très très peu existantes, vont avoir davantage de visibilité sur les réseaux sociaux, et on va avoir des comptes de personnes qui vont aussi être très dans l'éducation en fait par rapport à ces questions-là, des choses qui sont peut-être beaucoup moins perceptibles dans l'espace public un peu plus mainstream. Pour autant, il y a quand même des logiques d'oppression qui se jouent aussi sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est la question de cyberharcèlement. On sait que les femmes qui prennent la parole sur Twitter, il y a une étude qui a été faite par Amnesty International qui dit que les femmes sont évidemment plus harcelées que les hommes, et que parmi les femmes non blanches sont 34% plus harcelées que les femmes blanches, et les femmes noires 84%. Donc ça veut dire qu'en gros, être une femme noire déjà sur Twitter, c'est déjà potentiellement être agressée quoi qu'on dise. Déjà, d'apparaître et de dire un truc, c'est se retrouver avec 84% de risque en plus que les autres femmes exposées à une injure ou une insulte. Donc c'est vrai que la conséquence de cette visibilité, c'est aussi une multiplication des agressions, des mentions violentes, des menaces, des choses comme ça, qui se concentrent en fait toujours sur des populations qui sont les populations les moins visibles dans la sphère qui est considérée comme étant la sphère légitime. Et puis après, il y a toutes les questions d'appropriation culturelle ou de dépossession. Je sais qu'il y a énormément de questions qui se posent sur TikTok, où tous les créateurs de contenu noirs qui inventent des tendances se soient systématiquement dépossédés et voient leurs tendances en fait appropriées par d'autres gens et ne sont jamais crédités en fait, notamment tous les challenges de danse ou de choses comme ça qui sont souvent créés par des créateurs et des créatrices de contenu noirs, finalement deviennent très très populaires et en fait ne sont pas attribués aux personnes qui en sont à l'origine. Donc il y a des questions de rapport de pouvoir qui continuent à se poser. Et puis même sur la question des influenceurs et les influenceuses, les influenceurs et les influenceuses non blancs et non blanches ont beaucoup moins de contrats, même s'ils sont très suivis, et beaucoup moins de crédit, beaucoup moins de visibilité. Donc ces tensions-là ne disparaissent pas dans ces espaces-là, même si ce sont des espaces qui sont extrêmement importants. Et moi, dans mon travail, le fait d'avoir accès aux réseaux sociaux, le fait d'avoir cette surface-là, ça me permet d'exprimer plein de choses que j'aurais pas forcément pu exprimer dans les mêmes termes dans d'autres médias. Et puis, on peut parler des podcasts. Je trouve que ce sont des espaces qui sont vraiment salutaires en termes de production journalistique parce qu'ils permettent d'évoquer le sujet de manière beaucoup plus précise et pointue, ce que n'autorisent pas les médias qui s'adressent à un beaucoup plus grand nombre de personnes. Et puis voilà, les podcasts sont écoutés par des gens qui viennent chercher des contenus et donc du coup qui ont une oreille peut-être plus attentive et moins crispée sur des sujets qui peuvent par ailleurs être beaucoup plus beaucoup plus être perçus comme étant beaucoup plus dérangeants. Donc oui, vous avez raison de rappeler qu'il y a ces espaces-là qui aussi contribuent à façonner aussi le regard majoritaire sur les questions minoritaires. Bonsoir. En fait, j'ai une question. Je me demande pourquoi le racisme il existe, parce qu'en fait, de base, à mon avis, c'est les continents, ils se sont tous séparés et ceux au nord, ils sont juste éclaircis. Donc, c'est juste comme s'ils ils détestaient leurs ancêtres. Je me demande pourquoi. C'est une excellente question. Mais c'est une très bonne question qui rappelle qu'on appartient tous et toutes à la même humanité et que ces divisions en fait n'ont absolument rien de logique ni de légitime.
Et pourquoi le racisme existe ? Le racisme existe non pas parce que nous sommes fondamentalement différents, mais parce qu'il y a des personnes qui ont voulu exploiter d'autres personnes. Et pour les exploiter, en fait, elles ont dû inventer des choses sur ces autres personnes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a créé, quand on a voulu réduire, quand le continent américain a été envahi, eh ben on a décidé d'occuper les terres de gens qui habitaient déjà là-bas. Et pour le justifier, on a dit ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Et donc, on peut occuper leurs terres parce que ce sont des gens qui sont moins bien que nous. Ces gens étaient évidemment pareils, c'était des êtres humains. Mais pour pouvoir, d'une certaine manière, les supprimer, occuper leurs espaces, eh bien, on a dit qu'ils étaient différents. Et de la même manière, quand on a voulu exploiter le continent américain et qu'on a déporté des gens du continent africain, donc des gens noirs, en fait, on a dit, c'est parce qu'ils sont noirs, en fait, ils sont noirs et leur destin, en tant que noirs, c'est d'être esclaves et de servir les autres. Et donc, on a complètement fabriqué leur situation pour justifier quelque chose qui n'était pas justifiable. Si on est pareil, en fait, on ne peut pas se réduire en esclavage les uns les autres. On est obligé de faire semblant et de dire, en fait, on n'est pas pareil. Et c'est ce qui va justifier. Mais évidemment, tu as raison, le racisme, c'est une invention qui n'a absolument pas lieu d'être. Donc, j'espère que tu seras entendu davantage. Merci. En fait, je vais parler dans le cadre des différentes scènes créatives, dites la mode, la musique et les différents arts de la scène. J'ai pu remarquer une certaine hausse de la représentativité des personnes afrodescendantes dans ces différentes scènes. Mais il y a cette problématique, d'après moi, en fait, c'est comment enlever ce sentiment de légitimité par rapport aux compétences. En fait, j'ai l'impression que du coup, il y a deux axes. Il y a ce truc où, oui, je peux être bookée dans n'importe quelle scène que j'ai dit, mais du coup, j'ai peur de ressentir ce truc d'être un élément token, voilà. Et comment, du coup, je peux me dire, du coup, je suis assez compétente, je ne suis pas le token, et enfin, j'essaie de comprendre cet aspect-là parce que j'ai un peu ce blocage de me dire, du coup, est-ce qu'on doit prendre ces espaces, se les approprier et pouvoir justement avoir des personnes qui sont compétentes pour pas qu'on ait ce sentiment de tokenisation, ou est-ce que du coup, en fait pas du coup. En fait, j'ai juste pas l'autre côté. Ça. Non, mais c'est une question qui est très difficile et évidemment qui pèse sur les personnes minoritaires quand il y a des politiques d'ouverture. J'avais interviewé Harry Roselmack à ce sujet. Harry Roselmack, le journaliste français qui est arrivé sur TF1 en 2006, dans un contexte justement qui était consécutif aux révoltes qui avaient éclaté dans les quartiers populaires. Et c'est vrai qu'il y avait une très très grande attention qui s'était concentrée sur lui parce que c'était le premier journaliste noir à présenter à 20h en France. Et quand je l'avais interviewé quelques années plus tard, il m'avait dit moi je préfère être recrutée parce que je suis noire que d'être discriminée parce que je suis noire. Et c'est vrai. Je pense qu'il a raison. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aussi se dire que les institutions culturelles ou les grands médias comme TF1 ne font pas la charité. Je veux dire, elles vont pas perdre de l'argent pour faire bonne figure. Elles recrutent quand même des personnes dont elles ont la garantie que ces personnes vont pouvoir faire le job. Donc je pense c'est compliqué, hein, mais que si on est là, c'est qu'on sait faire ce qu'on nous demande de faire et que les institutions ce sont pas des œuvres, elles font pas des œuvres humanitaires. Donc l'idée, c'est quand même pour elles de gagner de l'argent, de gagner du public. Donc elles identifient quand même des compétences chez les personnes qu'elles recrutent et une capacité aussi à fédérer, à rassembler, à attirer aussi un public, ce qui est aussi fait aussi partie du talent et des compétences. Donc c'est difficile, mais honnêtement, il y a plein de mecs blancs nuls qui travaillent et qui se posent zéro question. Franchement. Mais... On en voit tous les jours dans les assemblées, dans les ils ont aucun doute, zéro doute. Donc j'ai envie de citer Marie Da Silva, qui est une coach en stratégie qui accompagne notamment des personnes non blanches, mais en particulier des femmes dans le contexte professionnel en cas de crise. Et elle dit qu'il faut arpenter le monde avec l'assurance d'un homme blanc médiocre. Je pense que faut se faire confiance, quoi. C'est que si on est là, c'est qu'on a quand même réussi. D'être là en tant que personne non blanche, ça veut dire qu'on a quand même réussi à braver
énormément d'obstacles. Donc si on est là, c'est qu'on a quand même réussi à construire un chemin qui va en contradiction avec tout ce que la société a dressé en fait comme obstacle. Donc je pense que ça, c'est déjà beaucoup. Et voilà. Bonjour. Déjà, Bonjour. merci pour tout ce que vous avez partagé. Merci infiniment. Je vais suivre un peu ce que mon ami a dit. Par rapport à la santé mentale, comment est-ce que vous avez des stratégies à partager? Parce que vous êtes une personne qui est en première ligne tout le temps, souvent sur des plateaux où vous êtes la seule femme racisée, femme noire à débattre contre le monde, faut le dire. Est-ce que vous auriez des tips à partager de réseautage, quoi que ce soit, qui permet à d'autres personnes de tenir le coup en fait et de se préserver? Merci. Merci, c'est une question très très importante et je pense qu'il faut jamais s'engager avec un esprit de sacrifice. C'est vraiment ce qui importe. C'est vrai qu'il m'arrive souvent d'être la seule personne non blanche autour de la table et même parfois la seule femme tout court autour de la table dans leur cas de débat. Pour autant, je pense que j'aime bien débattre. C'est-à-dire que j'y vais pas en me disant je vais souffrir, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui a le goût du débat et donc c'est quelque chose, donc ça satisfait chez moi quelque chose. Je ne suis jamais engagée dans un débat dans un esprit de sacrifice. C'est-à-dire que j'ai conscience de l'enjeu et pour moi c'est important de défendre quelque chose, mais je pense que j'aime bien ça dans la vie, donc c'est pas quelque chose qui me fait souffrir. Donc ça déjà c'est important de se préserver par rapport à ça. Et quand vous parlez de santé mentale et aussi de santé physique, il y a un exemple que je mobilise souvent, mais je pense que c'est important de le rappeler, même s'il était dans des contextes autrement plus tendus, autrement plus injustes, etc. Mais ça reste un exemple qui me semble très fort. C'est Martin Luther King. Il est mort à l'âge de 39 ans. En fait, quand on a fait son autopsie, on a vu qu'il avait le cœur d'un homme d'une 60aine d'années. Ça vous dit en fait le niveau de stress permanent auquel il était exposé. Donc après, il avait une mission qui était la mission de sa vie, et dans un contexte extrêmement dangereux. Mais on a vu il n'y a pas longtemps Erica Garner, la fille d'Eric Garner, donc qui est un homme qui a été étouffé par la police dans des circonstances totalement analogues à George Floyd, d'ailleurs qui a été filmé aussi. Après la mort de son père, en fait, elle s'est engagée pour la justice, elle a intégré tous les réseaux militants, elle a fait un arrêt cardiaque à 28 ans. Donc, ça pour dire qu'en fait, ce ne sont pas des questions qui sont superficielles, ce sont des questions qui nous engagent. Ça veut dire qu'il faut choisir les moments où on parle et savoir se retirer quand on n'a pas envie d'y aller. Donc, tel que je vous parle, j'étais en vacances la semaine dernière, j'ai passé 10 jours off et franchement, ça m'a fait du bien. Et en plus, c'était fou, je suis partie, c'était pas la guerre, je suis revenue, c'était le feu dans le monde. Enfin, je me suis dit... J'étais choquée. Je voyais, j'avais des échos, mais quand je suis revenue, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Ok, d'accord. Mais franchement, c'est heureusement, parce qu'il faut... Voilà, il y a un mois avant l'élection, etc. Donc, il faut vraiment s'autoriser à se retirer. Il faut bien s'entourer. Il faut se dire, je peux pas. Des fois, on a envie de dormir ou de manger des glaces ou de faire autre chose. Franchement, il ne faut pas hésiter. C'est hyper important de ne pas se dire que tout repose sur soi, parce qu'en vérité, si on n'est pas là, la preuve, je suis partie, c'était la guerre. Donc, le monde continue de tourner. Donc, voilà. C'est important. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Neftali, je suis d'origine haïtienne et je vous remercie pour la conférence de ce soir. Et je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'identité avec les Noirs en France et en Amérique? Parce que quand je vois la qualité des orateurs qu'on a, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on base tout sur la France et sur les États-Unis? Est-ce que nous, on ne pourrait pas initier notre truc ailleurs et faire que eux, ils nous suivent au lieu de tout le temps se battre, qu'ils nous acceptent? Moi, je dis, on pourrait très, très bien initier notre je ne sais pas, notre cinéma ailleurs, avec toute la connaissance qu'on a acquis, on peut faire notre truc nous-mêmes. On n'a pas besoin de se battre avec des gens pour qu'ils nous acceptent. Nous, on peut faire la nouvelle génération. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est envisageable? Alors, c'est une vaste question qui est très intéressante et que je comprends.
Je comprends tout à fait la question qui est effectivement de dire il y a tellement de luttes, tellement de combats, tellement d'exigences en fait envers des sociétés dominantes qui sont parfois violentes. Est-ce que finalement c'est pas de l'énergie qui est déployée de manière inutile? Ça, je l'entends. Après, le fait est que moi, par exemple, je suis née à Paris. Je connais pas d'autre pays que la France, en réalité. Le pays de mes parents, c'est le Sénégal, mais le pays où je me sens chez moi, je me sens quand même chez moi au Sénégal, mais pas de la même manière. Et je trouve que ce serait injuste, en fait, que ce soit à moi de partir parce qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je trouve que ce serait pas juste, et je trouve que ce serait un peu facile, parce que la rencontre entre la France et le Sénégal, c'est pas faite à l'initiative du Sénégal, en fait. Je veux dire, ils étaient tranquilles chez eux. Non, mais... Donc, à un moment donné, il y a une pancarte qui est très connue dans les manifs antiracistes qui dit « Nous sommes ici parce que vous étiez là-bas ». Et c'est ça, en fait, la conséquence. Moi, je suis le fruit d'une histoire qui est très complexe, mais à la fin, je suis en France. Mon grand-père était déjà français, était même fonctionnaire de la République, mais par la force de l'histoire. Donc, je crois que l'histoire... En fait, l'être humain, c'est un être qui est fondamentalement en migration et en mouvement. Et ce que vous dites par rapport au fait de créer des espaces... Tout à l'heure, je parlais du Prince de Bel-Air, par exemple, cette initiative qui a été portée par Will Smith et par Quincy Jones, mais dans le contexte américain, c'est une belle initiative. Mais en vérité, je dis... avec quels moyens? C'est-à-dire que moi, si je veux faire un film, je sais pas avec quels moyens je peux le faire. Je sais pas, en fait, comment je fais. Si je veux faire un film en dehors du contexte français, qui me finance, qui me soutient, comment je paye les gens correctement, comment moi je me rémunère, je ne sais pas. Je sais que c'est possible, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ont les moyens, etc. Mais ça demanderait une énergie incroyable que de se penser en dehors d'un système, sachant que moi, je paye des impôts, en fait. Moi, je vais au cinéma. Quand je vais au cinéma, mon argent, il va au CNC. Donc, pourquoi le CNC ne financerait pas mes films? C'est-à-dire que c'est injuste. On participe à un système de consommation où on paye des impôts, on paye la TVA. Pourquoi on devrait se retrancher d'un système auquel on contribue? Et c'est une question qui est compliquée. Moi, souvent, j'entends ça à chaque fois sous les vidéos, quand c'est posté par des réseaux, notamment afro, les vidéos où je parle de justice sociale, de droits humains, etc. Les gens disent oui, mais il faut aller en Afrique, il faut qu'on reconstruise l'Afrique et qu'on ait nos propres espaces. Mais il n'y a pas de raison. En fait, il faut qu'on ait le droit d'exister dignement où qu'on soit et qu'on ait le droit de choisir. C'est que si demain je veux aller au Sénégal et faire ma vie, je puisse la faire correctement. Mais si je veux rester dans le pays où je suis née, il n'y a pas de raison en fait que je puisse pas jouir des droits qui sont inscrits dans la Constitution. Parce que moi, j'ai été élevée en France. On m'a dit que la France était liberté, égalité, fraternité. Eh ben, je suis désolée, je suis en droit d'exiger ça. Ça demande de l'énergie, mais je pense qu'on peut y aspirer, qu'on a le droit d'y aspirer. Je pense que c'est important. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu partager et puis votre travail surtout que vous faites qui nous a, je pense, un peu toutes inspirées en tant que femmes noires. Et donc, je voulais revenir à l'intervention du monsieur qui parlait que en Suisse, les gens peut-être étaient moins agités, etc. Mais c'est que pour moi, en fait, en Suisse, en étant afro-suisse, il y a un vrai problème de la représentation. Faut savoir que la représentation des femmes noires, la représentation des noirs, des non-blancs est inexistante. Et du coup, mon objectif en tant que femme noire, c'est essayer de responsabiliser la communauté blanche, à leur faire comprendre qu'en fait, c'est leur problème avant tout, que c'est leur devoir de nous mettre en avant et que c'est un devoir qui doit être partagé, qui ne doit pas que reposer sur mes épaules. Donc, je voulais savoir si vous avez des tips, parce que, bien que mon discours soit bien beau, il est lourd à porter et dur à réaliser. Donc, si vous avez des tips d'exemples de choses qui ont été faites en France, qui pourraient nous aider, nous autres, afrodescendants, queer, noirs, à être un peu plus représentés partout, quoi. Voilà. Merci pour votre question. Je ne sais pas si on est en position de donner des leçons en tant que Français. Après, on a... la France, c'est très particulier. C'est quand même un territoire qui est sur 4 continents.
Donc on a tout à l'heure, madame qui est originaire d'Haïti, effectivement, il y a des exemples en fait de choses qui peuvent se passer dans des contextes en fait majoritairement noirs, comme en Guadeloupe, comme en Martinique. Il y a des réalisateurs comme Christian Lara, qui est un réalisateur guadeloupéen qui fait des films justement sur l'histoire de la Guadeloupe, sur la révolte de 1802, sur des choses comme ça. Mais donc ça, c'est quand même quelque chose de spécifique à la France. Il y a des créations artistiques qui sont propres au territoire ultramarin, à la Guyane, à la Réunion, à la Guadeloupe, la Martinique et à d'autres, à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est encore plus spécifique parce que c'est un territoire qui a un statut intermédiaire, ou à la Polynésie française. Donc déjà, ça, c'est une spécificité qui est française. Après, moi, j'ai toujours tendance à croire qu'il faut partir de soi et de son contexte national pour créer des choses qui sont propres, en fait, parce que c'est toujours un peu compliqué. Je sais qu'en France, on nous accuse beaucoup de plaquer les lunettes américaines sur le contexte français, ce qui n'est pas vrai, en réalité, parce que dire ça, c'est toujours une manière d'invisibiliser ce qui s'est déjà produit en France et ce qui a été pensé en France. On peut s'inspirer, mais je pense qu'il faut vraiment partir des réalités locales pour pouvoir déterminer en fait les priorités qui correspondent au contexte suisse, quoi. Et je pense que chacun doit prendre sa part, c'est-à-dire que les personnes blanches aussi, elles doivent prendre leur part et se questionner, tout comme les personnes hétéros doivent se questionner sur leurs privilèges, tout comme les personnes qui sont considérées comme valides doivent aussi s'interroger sur tout ce que la société leur propose et qu'elle ne propose pas à d'autres gens, et se remettre en question en permanence. Mais chacune doit faire sa part, et je pense pas être en position de vous donner des questions, surtout que voilà, nous, quand vous voyez ce qui se passe actuellement en France, on a deux partis d'extrême droite dont on ne sait pas lequel sera au deuxième tour. Donc on est un peu, on n'est pas, voilà, on n'est pas en super forme démocratique. C'est plus ou moins la même chose en Suisse, mais sauf que ça a été institutionnalisé depuis très longtemps. Voilà, la Suisse est à droite depuis très très longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Pour tout, bien sûr, merci. Moi, ma question, elle se portait sur justement ce dont on a parlé, donc de la représentation dans l'art, dans les médias. Et moi, donc, je suis danseuse parfois. Et puis, j'essaie donc de raconter aussi ce que je peux raconter par rapport au sujet qui me touche, donc souvent qui me concerne. Et des fois, j'ai le sentiment de me retrouver un peu comme Joséphine Baker dans un espace où les gens me consomment et utilisent ce que je présente comme finalement comme dans un zoo humain, comme si je représentais à nouveau la noire. Et donc ma question, c'est comment s'éloigner de ça, bien sûr dans un contexte occidental qui finalement nous met en minorité et qui, quand on est mis sur scène, on est souvent mis sur scène avec notre corps, donc avec l'imaginaire qui va avec. Donc je ne sais pas si vous avez des tips, mais plutôt des pistes pour minimiser ce ressenti. C'est une vraie question, mais c'est toujours la question de qui regarde, qui met en scène et qui raconte, quoi. Et j'ai pas forcément de tips précis, mais je sais qu'en France, ces questions-là ont donné lieu à la naissance d'un collectif qui s'appelle Décoloniser les imaginaires, je crois, c'est ça, décoloniser les arts, qui a été initié par plusieurs artistes et universitaires. Et il y en a énormément depuis la création de ce collectif il y a à peu près 5 ans, qui ont en fait créé des spectacles. De cette mobilisation collective sont nés plusieurs spectacles, et ça a aussi changé des responsabilités en termes de personnes en fait qui avaient la possibilité d'être responsables d'espaces scéniques, d'espaces théâtraux, etc. en France. Donc dans ces cas-là, moi, ce que je recommande, c'est plutôt le collectif, c'est d'essayer de se connecter avec d'autres personnes qui ont des expériences similaires et peut-être de se concevoir en collectif pour essayer de déconstruire ça. C'est comme quand Penda Diouf a créé, donc qui est une dramaturge aussi, et librettiste, a créé Jeune Texte en Liberté. Donc elle a décidé avec une autre personne de réaliser une sélection de textes qui étaient des textes de personnes non blanches ou des textes qui racontaient justement cette histoire de la France qu'on ne raconte jamais, pour pouvoir mettre en scène d'autres formes. Et je crois que vraiment le collectif, ça permet justement de ne pas se sentir isolé et au moins de partager. Le partage, c'est quelque chose qui permet aussi parce que souvent on doute en fait quand on a un sentiment d'être exposé à du racisme, on ne sait pas trop, et le fait de pouvoir en parler à d'autres gens, ça aide beaucoup. Et vraiment, s'il y a d'autres artistes comme vous qui sont dans les arts de la scène,
je pense que c'est bien de se rapprocher, de se constituer en collectif, parce que ça permet vraiment d'avoir une parole beaucoup plus forte et d'exercer une forme de pression plus importante sur votre milieu professionnel. Okay. Donc du coup, ce serait plutôt de ne pas performer dans des espaces qui sont majoritairement blancs, ou de avoir une équipe qui est spécifiquement... Après, la question, c'est une question économique. Hein. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? C'est-à-dire que moi, si je travaille pas dans l'espace blanc, je travaille plus, quoi. C'est-à-dire que... Après, ça me dérange pas, mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que c'est la seule solution? Il y a énormément de questions. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce projet politique, mais il faut le faire en conscience et il faut se dire que ça va pas forcément nuire à notre survie économique. Donc, est-ce que l'inconfort est tel que vous pouvez plus? C'est toutes ces questions-là, mais qui vous sont propres, en fait. Moi, je sais où je vais et je sais où je ne vais pas. Okay. Voilà. Je finis juste, désolée. Non, c'est plutôt vraiment précisément par rapport à est-ce que de finalement faire des films où on est un peu plus précis sur l'expérience noire ou de proposer de l'art qui est plus authentique, est-ce que c'est pas nourrir finalement un autre archétype de « Ah, mais le noir, c'est ça, venez, on va consommer du noir à la télé ». C'est un peu plus dans ce sens-là la question que qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Enfin... Disons que ça dépend en fait à qui vous parlez. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film de Jean-Pascal Zadi, c'est qu'il n'a pas fait ce film en se disant je vais parler à... En fait, il a fait le film Jean-Pascal Zadi qui a fait Tout simplement noir. Justement, ce film avait pas de white gaze et en fait, il en avait rien à faire de savoir ce que des personnes blanches allaient penser de son film. Il a fait son film pour lui, avec sa propre lecture. Il y a des choses qui sont compréhensibles de tous, d'autres non. Il l'a fait évidemment avec Gaumont, donc des financements d'une organisation, enfin d'une société de production qui était assise. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire les choses pour soi et pas forcément se préoccuper. Enfin, c'est vrai que parfois, ce film-là, il peut être interprété d'une manière qui peut être dérangeante pour des personnes noires. Mais moi, franchement, j'ai apprécié le fait qu'ils se disent je fais mon film, je cherche pas à le codifier d'une manière qui soit intelligible pour tout le monde. Et le film a très bien marché. Donc nous, par exemple, si vous prenez un exemple, moi, quand j'ai fait mon podcast avec Grâce, franchement, on a fait un podcast entre copines. Et on se rend compte qu'il parle à énormément de gens, mais on s'est jamais interrogé sur la réception de gens qui n'étaient pas nous, en fait. On s'est dit, on le fait, nous, ça nous plaît, et c'est tout ce qui nous a intéressés. Après, on est allé voir Binge Audio, qui est une boîte de production dont les dirigeants sont blancs, etc., etc. Mais on a complètement carte blanche pour faire ce qu'on veut. Donc c'est ça, en fait, c'est moi, en fait, ce qui me guide. Et après, c'est un très grand luxe, je le reconnais, mais c'est vraiment d'avoir la possibilité de dire et de faire ce que je veux, quel que soit le contexte où je m'exprime. Si cette liberté-là n'existe pas, je ne peux pas travailler. Mais à part ça, je fais, en fait, à l'endroit où je peux faire les choses. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez présenté et j'étais hyper touchée que vous abordiez la question du curriculum blanc, qui est toutes ces références qu'on a autour de la littérature, de la poésie, etc., qui est majoritairement blanc, et que vous proposiez en fait des alternatives, parce que pour moi c'est hyper important aussi, en tout cas dans ma construction de femme noire, de me dire qu'en fait il y a des personnes avant moi qui faisaient des choses et donc que je m'inscris dans une lutte qui a commencé bien avant moi. Et pour moi c'est important aussi de rendre visible des espaces noirs en fait, de lutte noire, de créativité noire, parce que ça existe. Et justement, je trouve que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus accès à ça. Et je rejoins la dame qui a intervenu juste avant pour dire que ces espaces, ils existent. Alors peut-être qu'ils ne sont pas autant mis en avant pour l'instant, mais c'est important de rappeler qu'en fait, ça existe. Que les cultures noires ont produit un savoir qui est là depuis très longtemps, en fait. Donc, voilà. Merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur la question des afrodescendants, mais je pense que c'est des réflexions qui vaut pour tous les groupes minoritaires, les groupes qui sont invisibilisés, les personnes d'origine asiatique, soit est-asiatique ou sud-asiatique, les personnes d'origine nord-africaine. Et je crois vraiment que, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment des pistes de réflexion. Il n'y a pas c'est pas un savoir comme ça ascendant qui va donner des solutions à tout, mais l'idée, c'est vraiment qu'on se nourrisse en fait de références communes qui permettent d'alimenter une réflexion plus poussée. Donc, j'espère que vous emporterez des choses avec vous qui vous serviront par la suite. Voilà. Merci beaucoup.